Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, on vous accueille pour cette nouvelle rencontre webinaire, les têtes chercheuses du CRT Occitanie, cycle que certains ont pu suivre depuis le début, qui s'inscrit dans une démarche un peu plus globale au regard de la période qu'on vient de traverser, de considérer que on avait des temps de l'urgence, de traitement de cette crise, d'accompagnement des entreprises à travers un certain nombre de choses qui ont pu être mis en œuvre. Mais on trouvait également qu'il était intéressant et important de prendre un petit peu de recul, de se poser finalement par rapport à la période qu'on vient de traverser, structurelle, bien sûr, mais au-delà d'approches et d'évolution globale du tourisme qui sont beaucoup plus conjoncturelles, qu'on a vu poindre déjà, bien sûr, avant cette crise. Et pour cela, on a souhaité donc s'associer au réseau des universités de la région et pas que, puisque dans notre présentation, vous verrez tout à l'heure, avec la présence de Raphaël Diaz-Munoz, qu'on a élargi nos débats à un certain nombre aussi de visions au-delà de nos frontières. Ces rencontres et celles principalement aujourd'hui est dédiée, et ça rejoint un petit peu cette présentation préliminaire, à la question de l'approche du tourisme finalement entre l'urgence et l'immédiateté, le tourisme de masse et sa rentabilité, et puis de l'autre côté, la prise en compte des habitants, des territoires, et finalement d'enjeux qui sont propres à chacun de ces territoires. Alors, certains évoquent souvent des enjeux de touristicité, d'autres peut-être un peu plus de prise en compte finalement du fait que le tourisme aujourd'hui, c'est un élément structurant d'un territoire, mais qu'il faut prendre en compte aussi ses particularités. Donc ce webinaire sur le slow tourisme entre nouvelles pratiques et touristiques et moteur d'action sociale va nous permettre aujourd'hui de poser un certain nombre d'enjeux avec donc deux conférenciers, donc Laurence Barnech-Mique, qui est docteur en géographie, maître de conférences en géographie, responsable notamment pédagogique de la licence professionnelle commercialisation et gestion des structures et hébergements touristiques à l'IUT donc de Tarbes, Université Paul Sabatier depuis 2008, membre également associé de l'ISST et de l'UT2, membre expert auprès du CIEP depuis 2009, en lien avec les pays que sont la Tunisie, Cuba, Maroc, Russie, et donc également membre du campus des qualifications et des métiers du tourisme pyrénéen. Merci Laurence de participer donc à ce débat. Et comme je vous le disais, Raphaël Diaz-Munoz, donc docteur en sciences de l'activité physique et de la santé à l'Université européenne de Madrid, professeur à l'Université catholique de Avila, donc notamment sur les questions de marketing digital, marketing international et sponsorisation, cofondateur également de la société Olé Compagnie, agence franco-espagnole de marketing et de communication, qui développe donc son activité sur les territoires français et espagnols, et également cofondateur du média de communication iLovski. Merci Raphaël également donc de participer à ce débat. Techniquement, un petit point, vous pouvez, donc les deux intervenants vont présenter un petit peu leur sujet. À l'issue des présentations, pendant, vous pouvez poser des questions dans le petit espace QR que nous traiterons principalement à l'issue de leur présentation pour se laisser un petit temps d'échange collectif et se donner des voies de réflexion, encore une fois, puisque on se propose avec vous de réfléchir à ce que peut devenir le tourisme au sortir de la période qui est la nôtre, mais bien au-delà. Eh bien, je passe la parole du coup à nos deux intervenants, Laurence, Raphaël, je vous laisse la parole. Merci. Donc, je partage l'écran. Apparemment, juste une petite manip pour partager l'écran. Ça devrait le faire. Je n'arrive pas. Désolée, je n'arrive pas à faire défiler mon PowerPoint. Voilà. Écoutez, donc bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce petit temps d'attente.
Donc, merci Christophe Bougmary du CRT Occitanie et Pierre Torrent du Campus des Métiers pour cette invitation. Donc, nous allons aborder le slow tourisme. Alors, il s'agit d'une approche exploratoire, donc on sera bien sûr très attentif à vos questions et à vos remarques. On a organisé un peu cette présentation autour de deux thèmes, de quatre axes, pardon, donc portés par deux voix. Donc, dans un premier temps, le slow n'est peut-être pas synonyme de lenteur. En quoi le slow tourisme peut devenir une ressource territoriale pour une destination qui s'oriente vers ce type de développement touristique. Et Raphaël va parler plus particulièrement de… Oui, nous évoquerons comment la technologie peut être au service de la immersion. Enfin, nous préciserons comment la digitalisation peut avoir une vocation inclusive. Bon, merci Laurence et toute l'équipe de CRT Occitanie de m'avoir invité à ce webinaire sur le slow tourisme. J'espère que mon accent espagnol n'affectera pas trop la qualité de cette intervention. La diversité culturelle est toujours intéressante. Donc, dans un premier temps, donc, un constat, un contexte que tout le monde partage aujourd'hui, mais c'est bien d'indiquer d'où on part. Donc, il y a réellement, et avec une accélération, ce que disait Christophe en introduction, c'est que le développement touristique est aujourd'hui fragilisé et voire remis en question. Alors, ce qu'on questionne plus particulièrement aujourd'hui, c'est un modèle industriel touristique qui s'est adossé à une culture mono-activité et avec une division du travail assez poussée qui amène de la précarisation et la crise actuelle le démontre encore plus et qui a conduit en fait à des destinations qui vivent des situations de surtourisme et d'autres des situations de sous-tourisme. Donc, une géographie fondamentalement inégale, autant sur la répartition des flux que de la valeur ajoutée de cette activité qui effectivement est une activité au niveau mondial qui affichait avant la crise des perspectives de croissance à deux chiffres. Et donc, face à cette remise en cause, on a vu apparaître de façon timide et aujourd'hui de plus en plus abouti, un discours de réenchantement, réenchantement des traditions locales, de la proximité géographique, de la taille humaine, du bien vivre ensemble et de la mobilité douce. Alors, la notion de slow, plus particulièrement, et de slow tourisme, est apparue en fait depuis plus de 30 ans, puisque le terme slow est arrivé avec le concept de slow food, c'était 1986. Et là, effectivement, le slow food qui se construisait face au fast-food et se positionnait clairement comme une critique de l'accélération et une valorisation de la lenteur. Ensuite, 10 ans après, à la fin des années 90, ce terme qui est très polysémique, comme le mot tourisme d'ailleurs, a vu un début de structuration au travers du label Citaslow, où effectivement on essaie d'objectiver, de caractériser des destinations qui sont orientées slow tourisme. Alors, ces critères de caractérisation se font à travers le cahier des charges, qui compte plus de 70 critères. Et ce qui est intéressant quand on analyse ce cahier des charges, donc ces critères sont regroupés autour de 6 domaines. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de noter que 5 domaines sont assez classiques, relèvent de la politique environnementale, de la politique des transports, de la politique urbaine, la politique de production agricole, touristique, la politique d'accueil. Mais le 6e domaine relève de la cohésion sociale. Et donc, ces destinations qui s'engagent vers cette labellisation s'organisent pour réduire la pauvreté, avoir des politiques inclusives. Donc, au final, c'est un cahier des charges qui structure autant l'offre touristique que le mieux vivre de la population locale. Autre point que l'on voulait partager avec vous, c'est ce distinguo très souvent que l'on fait entre le touriste et le voyageur. Donc, le touriste est très souvent assimilé à un
l'individu grégaire, suiveur, voire prédateur et consommateur. Et le voyageur est plutôt idéalisé comme un individu solitaire, initié et des consommateurs. Alors, les travaux de Jean-Didier Urbain montrent qu'au final, il ne faut pas confondre l'industrie touristique et le touriste. Le touriste, même naïf, dans des destinations qui vivent du surtourisme, reste un agent de valorisation de la destination qu'il visite. Et le voyageur, comme le visiteur, reste un individu qui est à la recherche d'un ailleurs, de rupture, de ressourcement, de retrouvailles. Le slow n'est peut-être pas non plus synonyme de lenteur. Alors, même si Carl Honoré, ce journaliste canadien qui a écrit en 2004 l'éloge de la lenteur, qui est un fascicule très inspirant, les travaux de Sandra Mala sur les destinations labellisées Citaflo montrent que le terme de lenteur reste un vocable à leurs yeux particulièrement dévalorisant. Les enquêtes de terrain auprès des institutionnels, auprès de la population, montrent que dans ces destinations labellisées Citasflo, la lenteur est associée à l'ennui, est associée à l'inaction, voire à des ploucs et à des obstacles. C'est vrai que dans le vocabulaire commun, ne parle-t-on pas de lenteur administrative, de lenteur de connexion, de lenteur des décisions politiques. Et ces destinations se positionnent plutôt sur leur discours se construit autour du temps nécessaire pour bien faire les choses, qui est très différent de la lenteur, et surtout qu'ils introduisent la notion du futur dans leurs actions, en quoi les actions, d'accord, peuvent avoir un impact dans les années futures, donc s'introduit dans ce discours, non pas comme pivot la lenteur, mais la durabilité. Donc, est-ce que le slow tourisme se veut, au travers de l'analyse des discours, des destinations labellisées, un tourisme plus durable que lent? Ensuite, ce que l'on voudrait évoquer avec vous, c'est en quoi une politique de slow tourisme devient une ressource territoriale. Donc, un produit touristique est un produit d'assemblage. Pour que l'expérience du visiteur soit aboutie, il s'agit de mobiliser un hébergeur, un restaurateur, des prestataires de services, des institutionnels, de l'équipement porté par la puissance publique. Donc, ce produit d'assemblage nécessite une mise en réseau d'opérateurs publics et privés. Et ce regroupement d'opérateurs va participer à la construction d'une ressource territoriale qui, par un jeu dialectique, va devenir à son tour un cadre de ressources et de contraintes. Ces ressources, elles sont matérielles, ce sont les échanges formels, informels, les produits, les services, les équipements, le patrimoine, mais ces ressources sont aussi portées par les représentations individuelles des acteurs en présence, de la population, et donc ces ressources ont également une dimension idéale, avec un discours qui met en avant une fonction symbolique et identitaire. Donc, dans les travaux sur les systèmes productifs localisés, qu'on appelle aussi clusters, ces regroupements des opérateurs en présence s'appellent des collectifs d'énonciation, qui doivent partager plus qu'un intérêt économique immédiat. Ces collectifs d'énonciation, c'est-à-dire tous ces acteurs en présence, qui sont marchands et non marchands, doivent partager une vision du futur commune pour justement accepter le temps long des projets qui nécessitent des changements structurels, comme dans les politiques agricoles, les politiques de commercialisation, les politiques d'équipement. Donc, se regrouper sous un angle formel, au travers de ce que nous on appelle ces collectifs d'énonciation, peut freiner les petits arrangements et les détournements de la règle.
Parce qu'autant parmi les acteurs publics et privés, dans ce genre d'initiative, on va trouver des comportements opportunistes. Donc, ça permet de justement réguler les comportements opportunistes. Et la mobilisation dans un collectif d'énonciation va aussi engager durablement les acteurs en présence parce qu'ils vont devenir collectivement responsables de la qualité des services rendus, de la réputation de la destination et de la crédibilité du territoire au regard des partenaires. Si ces collectifs d'énonciation ne sont qu'opportunistes, et la période de la crise aujourd'hui peut éventuellement proposer des effets d'aubaine aujourd'hui, parce qu'on remet en scène effectivement ce type de tourisme avec peut-être des fléchages de financement. Si c'est un simple discours de marketing territorial, si c'est un collectif qui n'a qu'un intérêt économique immédiat et qui ne partage pas une vision du futur, à terme, on va s'orienter vers ce que l'on avait déjà dénoncé, qui est une sidération, une mise sous cloche de l'existant, et on va tendre vers une forme de muséification de certains territoires qui aujourd'hui sont réenchantés encore plus pendant cette période de crise. En revanche, si ce collectif d'énonciation arrive à produire de la co-construction, automatiquement, tous les acteurs en présence, par cette co-construction, vont signer leur croyance dans des actions futures qui vont être transformatrices. Parce que la vision future va automatiquement porter des éléments d'innovation sur ces territoires-là. Alors, cette démarche, elle est très contraignante. Si vraiment on veut faire un collectif d'énonciation qui partage une vision future et qu'on n'est pas dans un collectif d'énonciation où on va chercher un effet d'aubaine et un intérêt opportuniste à court terme. Les retombées n'apparaissent pas immédiatement, on le voit dans les destinations qui sont déjà aujourd'hui labellisées slow tourisme. Mais l'intérêt, c'est que ces ressources territoriales deviennent un véritable moteur d'action pour ces destinations. Alors, ce cadre d'action, construit par ce collectif d'énonciation, a un intérêt particulier, c'est qu'il rend plus soluble le tourisme dans un territoire, parce qu'en fait, il va en partie réduire certains conflits d'usage qui sont particulièrement exacerbés dans un territoire qui a une monoculture touristique. Mais restent des défis importants à relever, et la journée d'Atout France l'année dernière à Mirande sur le slow tourisme, des témoignages, entre autres, d'opérateurs privés qui se positionnent sur ce secteur-là, avaient bien montré qu'il y a quand même des défis majeurs à relever, qui sont, la faisabilité, la monétisation de ce tourisme, réduisant le nombre de flux. Il va falloir repenser la construction de la chaîne de la valeur ajoutée, repenser l'intermodalité. Les territoires devront être particulièrement maillés pour amener ces visiteurs sur tous ces espaces-là. La couverture numérique est aussi un enjeu majeur pour ces territoires qui veulent se positionner sur ce type de tourisme, parce que ces ressources territoriales dont on a esquissé la définition, elles se construisent pour arriver à une expérience aboutie du visiteur, qui mobilise dans ces politiques-là, dans ce type de tourisme, autant les professionnels du tourisme que les autres métiers, que l'agriculteur, que l'artisan qui va valoriser ses produits. Et la digitalisation peut être justement un outil qui va rendre opérationnel ce collectif d'énonciation et qui va pouvoir rendre ces offres touristiques plus inclusives pour la population locale et inclusives pour le visiteur. Et je vais donc donner la parole maintenant à mon collègue Raphaël qui va vous donner quelques illustrations justement de digitalisation qui permettent de renforcer l'expérience touristique dans ce type de destination.
Merci Laurence pour cette présentation de Slow Tourisme. Et de mon côté, j'ai évoqué de manière plus opérationnelle comment la digitalisation peut favoriser et développer l'expérience client. Je partage. Pour ce faire, il est important de dissocier les trois phases des processus et de consommation avant les voyages, pendant les voyages et après les voyages. Avant les voyages et surtout avant toute chose, il est fondamental de définir une véritable stratégie de marketing digital pour une mise en marché de l'offre Slow. Qui dit stratégie de marketing digital dit trois choses. Définition des objectifs, identification des cibles et mise en place des plans d'action. Pour y parvenir, la communication devra se baser sur l'image. Le slow tourisme aborde les notions de contemplation, d'observation, de déconnexion. L'image, qu'il soit sous forme de vidéos ou de photos, est un outil particulièrement pertinent pour illustrer l'offre de slow tourisme. Le naming est également fondamental pour permettre une meilleure identification de l'offre slow. Il est important de capitaliser sur ces concepts et de se les approprier. Et nous sommes aujourd'hui face à un concept encore peu prisé d'un point de vue marketing digital et les premières destinations touristiques à se positionner d'un point de vue référencement seront les grands gagnantes. Par exemple, en Espagne, la marque Menorca Slow est née de ces concepts-là. Dans les cas qui nous intéressent, on peut par exemple parler de Slow Carcassonne, ou Slow Toulouse, ou plus globalement de la mise en place d'une stratégie de marketing digital. Il est important de bien identifier les cibles. Quelle typologie de clients souhaitons-nous capter et comment les identifier et quels sont leurs centres d'intérêt. Concrètement, nous pourrons utiliser de nombreux outils de marketing digital. Un vrai travail sur les mots-clés est fondamental à l'heure du déploiement d'une offre de slow tourisme. Il y a des véritables opportunités aujourd'hui pour se positionner sur certains mots-clés. Slow, slow tourisme, slow food, slow experience. La création d'un blog spécifique peut être utile aussi pour les slow tourisme, avec la diffusion d'un contenu précis, incluant par exemple des liens do follow vers des sites partenaires ou des funnels qui permettent la captation des contacts pour après faire des campagnes d'email marketing. Aussi des campagnes de Google Display capitalisant sur certains mots-clés, ce qui seront totalement pertinents et surtout encore peu coûteux. Il est important aussi d'apprendre ces marchés et de manière globale afin que les acteurs n'entrent pas en concurrence sur ces mots-clés et fassant monter les enchères sur Google, parce que si c'est le cas, les seuls gagnants sera Google. Et pour autre côté, en ce qui concerne les réseaux sociaux, les amateurs de slow tourisme ont généralement des affinités avec des autres activités. La musique douce, par exemple. On peut également capter les individus qui souffrent du syndrome de tourismophobie. Un phénomène très présent aujourd'hui. Ces individus fuient le tourisme de masse et souhaitent s'éloigner des grands centres touristiques. Prenons ici exemple, il peut être relativement facile et efficace de mener des campagnes vidéo sur YouTube et diffuser auprès d'un public qui écoute régulièrement de la musique douce et relaxante. On peut également cibler
des documentaires relatifs au tourisme de masse, porter une image contrastante avec les contenus visualisés. Sur Twitter, par exemple, l'utilisation des hashtags est fondamentale. Hashtag slow tourisme, par exemple. En Espagne, la Comunidad de Galicia, la région de Galicia, Formentera ou Baleares, se sont fortement positionnés sur ces hashtags et deviennent des références par rapport à cette pratique. De son côté, on peut faire aussi des choses avec Facebook. Facebook propose plusieurs outils. La création d'une page slow avec une véritable stratégie social media et de création d'une communauté slow qu'après on va communiquer aussi bien au niveau des visiteurs que des acteurs professionnels des territoires. Le travail de community management consistera à élaborer une ligne éditoriale propre au slow tourisme avec des posts adaptés, mais aussi des taguer, étiqueter les professionnels impliqués dans la démarche. On passe à la slide suivante. Pendant les voyages, la technologie doit être au service de l'expérience et de l'immersion. Les clients est au cœur de l'histoire et la technologie doit être un moyen d'améliorer ses parcours clients. Et la technologie n'influe pas dans la notion de temps ni dans la définition des objectifs. Et slow tourisme et technologie ne sont pas des concepts opposés. La technologie doit apporter une valeur ajoutée à la destination slow. Par exemple, en Instapoint, on vient encore un QR code présent à l'arrivée d'une randonnée pour télécharger un audio et expliquer l'histoire des territoires ou les processus de fabrication de miel ou de fromage. Enfin, une application de réalité augmentée pour mieux comprendre l'environnement, les cimes qui nous entourent depuis un point panoramique. La technologie apporte une dimension inclusive. Les producteurs, agriculteurs n'ont pas toujours le temps on va dire, de jouer les jeux du slow tourisme. La digitalisation permet de réduire leur temps d'accueil et d'implication aussi. Un apiculteur peut, par exemple, et avec ses savaises, les visites intempestives peuvent parfois générer des conflits d'usage. Dans ces cas-là, la technologie et la digitalisation permettent de libérer de certaines contraintes. Les voyageurs peuvent entrer en contact avec l'apiculteur, mais sans toujours les déranger. Un autre point important sur le slow tourisme ne signifie pas forcément déconnexion. La connexion doit se faire de manière raisonnée et la technologie doit être utilisée à bon escient. Une charte de bonne pratique de la déconnexion peut être élaborée pour éduquer les visiteurs à profiter de leur environnement et savoir se déconnecter et après se reconnecter. À ce stade, il est important de rappeler que la connaissance du client et du pratiquant du slow tourisme est fondamentale. Mieux on connaîtra les clients, ses attentes, ses modalités de consommation, et plus facile sera la manière de les fidéliser. Pendant les voyages, l'utilisation de la technologie nous permettra de récolter des données clients et pouvoir communiquer ultérieurement avec eux. Télécharger une application, utiliser un Instapoint doit s'accompagner de la récolte d'une adresse mail pour pouvoir mener ensuite des campagnes de marketing direct. Les relations avec les voyageurs pourront se faire pendant, mais aussi après les voyages. Une fois rentré chez lui, le client peut être un ambassadeur de la destination et de l'Occitanie aussi, mais il peut continuer aussi à être un consommateur des territoires. Pourquoi ne pas proposer l'envoi des produits régionaux à domicile? Les acteurs du slow tourisme pourront et devront poursuivre leurs relations.
de manière générale, l'expérience touristique, du coup, a aussi une notion pédagogique. On éduque les voyageurs à consommer des circuits courts, une habitude que les voyageurs pourra transposer également dans son quotidien. Enfin, on peut se poser aussi la question de la monétisation du slow tourisme. Cette dernière n'est pas nécessairement synonyme de vacances pas chères. De nombreux visiteurs sont prêts à payer un produit ou un service de qualité. Par exemple, certaines destinations touristiques envisagent d'instaurer des taxes et un péage environnemental pour compenser l'empreinte carbone générée par l'activité touristique. Et pour terminer, le slow tourisme permet également de lutter contre la saisonnalité de l'activité touristique et de générer une richesse sur les territoires tout au long de l'année. Le slow tourisme vit au rythme du territoire et non pas l'inverse. La saison des vendanges, la transhumance, la fabrication de fromage, la récolte des bourgeons de sapin, je ne sais pas. Autant de rendez-vous touristiques qui peuvent faire déloger d'une mise en marché et d'une commercialisation touristique. Voici une présentation rapide de comment la digitalisation peut favoriser le développement de l'expérience client et je vous propose d'échanger durant le temps consacré aux questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci Raphaël pour cette présentation. Donc, on a donc avec les deux propos là, de Laurence et Raphaël posé un petit peu donc le cadre finalement, on va dire d'une alternative potentielle à ce qui pourrait être un tourisme fast tourisme par opposition au slow tourisme peut-être, d'un tourisme de masse consommateur potentiellement d'espace. Et on le voit à travers vos propos, un certain nombre de choses qui méritent d'être éclairées ou en tout cas résolues, puisque d'un côté, on a une société qui va toujours plus vite et qui incite à la fois le citoyen qui, pendant un certain temps, est aussi un voyageur, à consommer les choses rapidement et le plus grand nombre possible. Bon, et vous l'avez évoqué, Raphaël, avec nécessite aussi une bonne gestion de la question digitale, parce qu'évidemment, on pense souvent à Instagram qui amplifie le fait d'avoir fait le plus grand nombre de pays et de cartes postales possibles sur son compte, qui lui est plutôt dans le sens du fast tourisme, au contraire, ou à l'inverse, d'avoir quelque chose qui permet plutôt de valoriser plutôt des espaces inexplorés ou de découverte, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il va falloir trouver à travers finalement ces deux approches d'une dimension touristique entre celle qui pourrait être celle du tourisme de masse, l'autre qui est un peu plus d'un tourisme expérientiel. Et se pose évidemment aussi là-dedans la question du rôle, et on l'avait évoqué un petit peu au préalable, du rôle des acteurs publics forcément dans cette mise en œuvre. Alors on a déjà une question qui va justement dans ce sens-là, qui est celui du pilotage des collectifs d'énonciation, parce que finalement ça rassemble à la fois peut-être potentiellement des citoyens, à la fois potentiellement des commerçants, des artisans, des artistes sur un territoire qui peuvent finalement définir la stratégie touristique qu'ils veulent sur leur propre territoire. Les objectifs aussi peut-être, parce que chaque territoire ne peut pas accueillir la même masse de tourisme. Chaque territoire peut avoir aussi une approche différenciante suivant sa propre histoire. À travers vos propos aussi, bien sûr, cette approche qui est celle de la question de consommer local, vivre local, finalement se mettre en immersion, plutôt que de juste surfer finalement sur un territoire et de passer au-dessus tout en disant bah, j'y étais, parce qu'à un moment, encore une fois, cette image carte postale potentiellement qui peut être difficile à gérer. Avant donc de lancer le débat et puis un peu rebondir un peu par rapport à la première question qui nous a été posée sur la question finalement de la gouvernance à travers le rôle que pourraient avoir les offices de tourisme demain
dans cette mise en place. Finalement, trois grands axes. Quelle stratégie mettre en œuvre sur un territoire en phase avec ce que vous venez d'évoquer, potentiellement cette approche plus du voyageur contemplatif, entre guillemets. Voilà. Ensuite, la question, bien sûr, de la stratégie collective à définir, de son évaluation dans la durée, parce que trop souvent, et on le voit encore, même y compris des territoires qui ouvrent récemment, il y a eu un reportage encore sur Lisbonne, qui aujourd'hui est dépassée par les vannes qu'elle avait elle-même ouvertes d'un tourisme massif, sans avoir pris en compte, bien sûr, sa dimension territoriale, les objectifs, bien sûr, et l'évaluation, donc, du coup, de toutes ces questions-là. Donc, peut-être pour répondre un petit peu à la première question, quel pourrait être pour vous, à ce niveau-là, le rôle que pourraient tenir les acteurs publics et les premiers en proximité que sont bien sûr les offices de tourisme pour pouvoir finalement résoudre un certain nombre de contradictions qui sont liées à la fois au mode de consommation globale de la société contemporaine et puis à un autre qui est celui du voyage tel qu'il a pu exister de façon romantique, on va dire, au 19e siècle. Laurence? Oui, alors effectivement, on pourrait a priori considérer effectivement les offices de tourisme comme un peu les animateurs de ce collectif d'énonciation, puisque on a bien vu un collectif. Pour que le slow tourisme amène une véritable expérience d'immersion, non pas d'un voyageur mais d'un touriste, puisque le voyageur, il s'agit au final maintenant que le slow tourisme accueille des touristes et non pas que des voyageurs pour avoir une faisabilité économique. Donc, l'office du tourisme, effectivement, peut être un peu l'animateur de ce collectif d'énonciation, parce que d'autant plus quand on le voit sur le territoire sur lequel je vis, moi, l'office de tourisme me donne des informations en tant qu'habitante sur l'offre culturelle, ce qui passe. Donc, il communique autant pour le bien-être, il œuvre autant pour le bien-être et le mieux vivre ensemble de la population locale que pour les touristes. Et ça permettrait justement aussi, puisqu'il est aussi en lien avec tous les opérateurs privés du territoire, il est effectivement peut-être à la bonne place et une meilleure place peut-être que les élus. Parce que les élus ont quand même une logique un peu frontale d'un dispositif pensé et puis ensuite qui va être décliné sur un territoire. Donc, étant déjà dans cette logique un peu associative et à fédérer, à faire travailler tous les acteurs, effectivement, l'office de tourisme pourrait être l'initiateur, d'accord, et l'animateur d'un collectif d'énonciation. Alors, il est l'initiateur de la Constitution, mais ensuite, vous avez parlé, Christophe, de gouvernance, mais il y a plus le cadre est formel, d'accord, plus le degré d'engagement est fort, et aussi, justement, plus les risques de contournement et d'opportunisme, parce qu'il existe l'opportunisme chez l'acteur public comme chez l'acteur privé. Par exemple, dans les exemples qu'on avait vus à Tout France, où on voyait un acteur privé qui se mettait sur le segment dans un espace qui n'était pas du tout, qui n'avait pas constitué un collectif d'énonciation, là on est typiquement dans une stratégie, mais opportunisme n'est pas un mot négatif, hein, mais de saisir une opportunité sur un segment. Sauf que tout seul, ça ne marche pas. C'est automatiquement une approche globale. Donc oui, effectivement, l'office du tourisme, matiné avec une grosse culture de numérisation et de digitalisation, parce que je pense que ce que montre Raphaël montre que la digitalisation, la numérisation, tous ces outils-là peuvent rendre opérationnelle cette notion de collectif d'énonciation et de mise en réseau des acteurs. Merci Laurence. Pardon, ce qu'on voit par exemple sur des destinations où on voit des collectivités locales qui vont acheter une prestation pour un bureau d'études, pour animer, faire de la prospective. Donc ça, les rapports réalisés sont sans doute très intéressants. Mais ensuite, à part avoir dit la chose et l'avoir restituée sur un rapport écrit, l'animateur n'est pas présent et n'est pas reconnu par les acteurs en présence.
Alors, si c'est un organisme reconnu et qui, justement, a une dimension déjà associative et de travailler autant avec les acteurs publics que les acteurs privés, oui, effectivement, ça pourrait être un outil d'initier un collectif d'énonciation et ensuite d'initier un cadre formel. Parce que je pense que il y a un effet d'aubaine en plus aujourd'hui. Hein, quand on voit que 9 Français sur 10 vont rester en France, les politiques de communication sur voilà, nos espaces ruraux sont sympas. Là, aujourd'hui, il peut y avoir un effet d'aubaine, mais qui, s'il n'est pas structuré, peut donc avoir un effet de levier, mais avoir un effet de massue, parce que l'expérience ne sera pas aboutie, elle ne sera pas sympathique, la qualité de l'accueil ne sera pas structurée et ce touriste qui en fait, veut vivre une nouvelle expérience, il pourrait être déçu. Donc, l'effet d'aubaine va amener des opportunités économiques. On le voit, les quelques sondages montrent aujourd'hui qu'il y a des destinations qui vont sortir leur épingle du jeu cet été. Mais ça, c'est des effets d'aubaine avec un opportunisme économique immédiat. Ouais, la difficulté, c'est que le collectif d'énonciation, il prend du temps. Il faut que les gens se connaissent, se reconnaissent, arrivent à co-construire un cadre formel et ensuite à se mettre d'accord sur justement toutes les politiques inclusives où justement l'agriculteur, il ne va pas être embêté par des visites intempestives, comme l'exemple de l'apiculteur que donnait Raphaël. Donc tout ça doit être pensé. La grosse difficulté, c'est que ça demande du temps pour que ça soit vraiment construit. Ouais. Laurence, par rapport à ce que vous dites, et ça, on pourra rebondir avec ce que disait Raphaël sur la stratégie digitale qui peut aller derrière. Ce que vous évoquez, et il y a une autre question qui va dans ce sens-là, sur la question du cadre formel. Finalement, aujourd'hui, sur la question du slow tourisme, en tout cas, de comment un territoire se définit, c'est l'agrégation de l'ensemble de ces acteurs territoriaux et pas uniquement d'ailleurs potentiellement touristiques. C'est la question finalement de bien définir la stratégie d'attractivité d'un territoire avant d'aller potentiellement à ce que disait Raphaël tout à l'heure vers des stratégies digitales et de communication qui ne soient pas adossées finalement à un socle suffisamment solide et durable. Et Laurence, vous avez tout à fait raison d'évoquer ça parce que évidemment, et on le disait par exemple sur la consommation des circuits courts avec le Covid, les gens vont se mettre à manger de plus en plus circuits locaux, etc. On voit bien que dès le déconfinement, c'est absolument pas vrai et les gens ont recommencé et que potentiellement, dès que les frontières seront ouvertes au niveau international, il y a de fortes chances aussi que les gens repartent à l'assaut des pays du monde entier et que l'année prochaine, la France n'ait pas pu capitaliser sur ce tourisme dit entre guillemets de proximité. Donc toujours attention à cette promesse et en tout cas à cette réalité. Et ça rejoint peut-être sur la question de la gouvernance que vous évoquez, Laurence, par rapport y compris à cette question de cadre formel. Mais j'aimerais bien que Raphaël réagisse ensuite sur la partie digitale et de sa stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la définition de l'attractivité d'un territoire qui potentiellement pourrait être sous l'égide de la gouvernance, en tout cas de l'impulsion par un office de tourisme. Et on a des exemples qui marchent. Le récent en France, l'Île-sur-Sorgue, qui a un peu initié cette démarche-là, ou le canton du Valais depuis un certain nombre d'années en Suisse, etc., ont permis finalement, alors pas tant à travers un comité qui serait sous la coupe, entre guillemets, d'un acteur public, initié pourquoi pas, mais qui a cette capacité aussi à définir durablement sa capacité à accueillir, à faire aussi que finalement les citoyens ne soient pas seulement des ambassadeurs, mais carrément des acteurs proactifs ou en tout cas de co-construction de la stratégie. Comment vous voyez ces étapes-là, vous, Laurence, par rapport à ça? Et j'aimerais bien que Raphaël réagisse aussi derrière, par rapport à la cohérence derrière en termes de stratégie digitale et de communication, vous l'avez dit l'un et l'autre, qui doivent être durables. Alors, concernant les étapes de la mise, si j'ai bien compris la question, c'est les étapes de la mise en œuvre de ce cadre formel. Absolument, oui. Alors, il y a d'autres expériences qui ne sont pas dans le secteur du tourisme, mais qui fonctionnent très bien, on peut tout à fait transposer. C'était ce que j'évoquais à un moment, ce qui sont les systèmes productifs localisés, que l'on appelle aussi clusters. D'accord? Où justement, c'est
c'est un outil qui est justement aujourd'hui défini, qui existe et qui fonctionne, entre autres, pas mal dans le secteur industriel, où justement, c'est un cadre qui permet de regrouper, au Pays Basque, par exemple, il y avait le cluster Goazen, qui justement regroupe tous les acteurs du tourisme, c'est-à-dire les agriculteurs, les artisans, parce qu'ils ont fait l'hypothèse qu'effectivement, la qualité de l'accueil sur un territoire dépend de tout le monde et au final de tous les métiers et pas exclusivement des professionnels du tourisme. C'est là où est l'enjeu. Et c'est pour ça qu'un cadre type cluster permet d'avoir un ensemble en fait de tous les acteurs en présence, publics et privés, touristiques et pas, d'accord, et ensuite et de définir. Alors, a priori, il n'y a pas de réponse puisque justement la démarche, c'est de la co-construction. Donc, c'est pas frontal et descendant. Donc, c'est qu'ensuite, cette notion de bien commun ne peut émerger que quand c'est co-construit. Et le dire et se l'approprier, c'est quand on a participé à la construction de ce bien commun. Donc, c'est initier de façon la plus large, en faisant l'hypothèse que tous les métiers participent à la qualité de l'accueil sur un territoire. Et ensuite, au final, chaque territoire va être maître de son destin et va décider le type d'attractivité qu'il veut mettre en place. Il y a, justement, c'est toute la différence entre un peu Atout France qui arrive et qui dit là, tu es contrat de destination pour le golf et rien d'autre, alors qu'il y a beaucoup d'autres activités où là, pour c'est très différent. C'est pas monoculture, c'est pas mono-activité, mais c'est comment un territoire, parce que l'intérêt du slow tourisme labellisé, les expériences, c'est qui montre quand même que toutes les initiatives, elles participent autant au bien-être de la population locale, c'est là où on va réduire les conflits d'usage, que pour l'attractivité touristique. Raphaël? Juste en complément, on parle de gouvernance collective, hein, mais il est aussi important de travailler collectivement pour la connaissance des clients. On parle des data, des big data ou des small data, mais comment les données, finalement, les données des clients, ils font la différence. Une bonne connaissance des données clients permet de mutualiser les moyens pour y mettre en œuvre une stratégie collective. Il existe aujourd'hui des outils de gestion collective des données clients qui doivent être mis en place à une échelle globale au niveau des clusters. Et après, il est important aussi de bien se positionner dans le contexte actuel. Nous sommes aujourd'hui dans une situation économique, sociale et sociétale, malheureusement, totalement atypique. La crise de Covid a bouleversé tous les codes établis et a généré une profonde incertitude dans le secteur du tourisme. C'est pour ça qu'il faudra investir aussi pour connaître mieux les besoins qui sont les touristes maintenant et après, dans le futur. C'est quoi les attentes des touristes de présent avec les Covid et comment il sera après? Néanmoins, les vortex digital est bien là et les Covid-19 a certainement accéléré sa mise en place, son développement. Par exemple, en Espagne, on constate que les QR codes, qu'avant, bon, c'est une outil pratique, mais pas beaucoup de gens s'en servent, et sont de plus en plus utilisés dans la restauration, dans les hôtels, pour consulter les menus et pour consulter les programmes des animations. On a une manière très simple et très à la main de maintenir la distanciation sociale et éviter un certain contact physique. Donc, malheureusement, c'est très d'actualité. Et aussi les paiements sans contact. On voit comme les paiements sans contact via les téléphones mobiles se généralisent aussi. On peut capter des données pour après avoir suffisamment d'informations pour structurer une stratégie,
une stratégie digitale à niveau global et aussi après régional. Une manière simple de maintenir, je sais pas, un exemple, Ibiza, au Baleares, il est en pleine révolution touristique. L'île il est très connu pour ses fêtes, son côté festif et son tourisme de masse européenne. Aujourd'hui, il est en train de changer de cap et l'offre touristique devient plus individuelle. Les restaurateurs proposent de beds and food où le client peut commander directement depuis son téléphone, allongé sur le lit, ambiance lounge, face à la mer, et payer directement avec son téléphone. Finalement, ils sont vus les besoins qu'il avait les touristes et ça ne veut pas dire que c'est pas cher. C'est du tourisme qui vient d'arriver, qu'on est en train de développer et bon, il commence à prendre des formes, même dans les mois de juillet, dans des endroits de tourisme très importants à niveau international. Et Raphaël, une petite réaction aussi par rapport aux propos qu'on évoquait sur cette mise en adéquation entre finalement ce qu'on va mettre sous l'antenne du marketing de façon globale et de sa déclinaison digitale et de sa cohérence avec cette approche de slow tourisme, encore une fois, pour faire en sorte que finalement il n'y ait pas de contradiction ou en tout cas de malentendu sur une stratégie équilibrée de développement d'attractivité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, touristique ou autre d'un territoire, et puis finalement sa mise en valeur dans la durée. Pour vous, qu'est-ce qui est garant, Raphaël, de cette continuité? Vous l'avez un peu esquissé tout à l'heure, une idée éditoriale et quelques lignes un petit peu comme ça qui permettent de garantir ça, mais pour vous, qu'est-ce qui semble fondamental pour ne pas tomber uniquement dans, parce que c'est toujours forcément ce qui peut nous rattraper, la volonté de commercialiser, entre guillemets, uniquement un territoire? Il faudra développer un site web. Avant tout, faire une petite étude de marché pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin les touristes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent, de quoi ils ont besoin, et après amener des outils aussi qui soient à la main de tous les collectifs, peu importe si c'est une collectivité très grande ou si c'est même un gîte. Il faut donner les outils à tous les acteurs pour pouvoir amener après des actions à niveau digital. Et moi, je pense directement aux réseaux sociaux où on peut faire pas mal de choses aussi, gérer des pages qui soient orientées à développer ces concepts-là. Et c'est ce que j'étais en train de dire avant, c'est servir beaucoup de l'image, des vidéos et aussi essayer d'apprendre aux touristes de la façon de profiter aussi de certains endroits qu'ils peuvent découvrir d'une façon complètement différente sans déranger les gens qui habitent là-bas. Il peut apprendre aussi et profiter d'un endroit sans avoir le stress de se faire son Insta photo et après les partager avec tout le monde. Ça sera plus de la façon de vivre. On peut développer un site web ou même un blog et travailler sur certains mots-clés. On sait que maintenant, on a des outils type Yoast pour gérer très bien les Search Engine Optimization, les SEO, et avoir une vraie stratégie sur certains mots-clés pour territoire ou même pour façon de consommer. On peut développer aussi un CRM derrière pour la gestion des données. Enfin, il y a plein d'options maintenant pour y développer. Et bon, c'est ce qu'on disait avant aussi, il existe des structures à niveau rural, même en France comme en Espagne, qui sont très adaptées à cette nouvelle vague de slow tourisme. Et on peut en profiter aussi de ça. Il y a pas mal de gîtes qui sont prêts à accueillir des touristes qui peut-être qui cherchent quelque chose comme le slow tourisme. Mais après, il faudra les aider. Il faudra les aider surtout à niveau digital, que normalement, c'est la vraie frontière, non? Des fois, avec
avec les mondes ruraux et les mondes des montagnes et faire jouer aussi du collectif. Mhm. Encore, on a une autre question qui va un peu toujours dans cette dynamique collective qui est celle de comment faire en sorte que les territoires ne se concurrencent pas entre guillemets entre eux par rapport à la question du slow. Sous-entendu, potentiellement, le voisin pourrait être trop rapide, l'autre un peu trop lent, alors que vous l'avez dit, c'est pas forcément une question de lenteur, c'est une question d'approche. Par rapport à des atouts que chacun peut avoir. Et puis dans la même veine, comment mieux développer finalement l'ancrage territorial, et ceci de façon durable, de l'attractivité d'un territoire. Ça rejoint un peu ce que vous avez évoqué l'un et l'autre tout à l'heure, et ça me rappelle aussi un débat sur les têtes chercheuses autour de l'agroalimentaire et du lien entre l'agroalimentaire et les territoires, c'est-à-dire comment finalement tout visiteur, quel qu'il soit, de proximité ou de lointain, comment il s'insère sur un territoire pendant un laps de temps qui lui est donné, de 3 jours, une semaine, 2 semaines ou un mois, suivant la durée de ses vacances, et comment finalement l'ancrage territorial, que ce soit par rapport à la gouvernance, que ce soit par rapport à la compétition des territoires, crée plus de synergie que finalement de concurrence. Comment finalement résoudre cette difficulté peut-être potentiellement? Alors, moi, je pense que la notion de concurrence entre les territoires continuera à exister. Je veux dire que ça soit une offre slow ou pas slow, un consommateur, il a une diversité de destinations à sa disposition. La différence peut-être avec dans les années à venir, ça sera, il questionnera sa mobilité. Donc peut-être qu'on sera moins en concurrence avec des destinations lointaines, en tout cas pour les courts séjours, mais reste que les destinations vont se proposer aux consommateurs et la notion de concurrence existera toujours, d'où l'enjeu d'avoir effectivement une identité très forte qui permet de se différencier des autres. Et ensuite, sur la qualité de l'expérience du consommateur, elle sera liée aussi, me semble-t-il, justement à la qualité de… on promet une expérience singulière à notre touriste, parce que je pense que ça sera plus un touriste qu'un voyageur si on veut rendre le slow tourisme avec une faisabilité économique. Ben, ça dépendra justement alors de la capacité à travailler ensemble. Et pour rebondir un peu à ce qu'a dit tout à l'heure Raphaël quand il vous a répondu, Christophe, c'est que où il a mis en avant l'importance du data. Alors justement, quand on parlait, quand une destination va construire un collectif pour le rendre opérationnel et que ça ne soit pas simplement des bonnes intentions, pour le rendre opérationnel, un des biens communs qui devra être partagé, c'est justement le data qui va permettre de bien identifier et ensuite de mettre en place collectivement cette numérisation de l'offre. Et je pense que slow n'est pas antinomique avec numérisation. On peut très bien numériser une offre qui ne cultive pas l'immédiateté, justement. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure Raphaël. C'est-à-dire que soit on va faire du selfie, on ne va même pas regarder le paysage environnant, mais on va faire son selfie pour l'envoyer au monde entier. Là, ce que évoquait Raphaël, c'était des outils qui permettaient de mieux comprendre l'environnement dans lequel on est, avec de la réalité augmentée, avec l'apiculteur, il est fermé aujourd'hui parce qu'il travaille avec ses ruches. Avoir préalablement une vidéo qui nous permet de mieux comprendre quel est son travail. C'est-à-dire la numérisation peut renforcer l'immersion au final, même si parfois elle est virtuelle, mais peut renforcer l'immersion et la connaissance et l'appropriation du territoire. Et je pense que l'attractivité, elle viendra par ce type d'innovation. Pas simplement par un discours que tout le monde aujourd'hui connaît et qui a encore, et ce réenchantement après cette période de confinement,
on le voit encore plus. Donc au final, ça devient quasiment une opération blanche entre la Creuse et la Bretagne. Ok, c'est des paysages magnifiques, c'est des milieux magnifiques, mais ensuite c'est cette innovation via la numérisation qui va améliorer l'expérience à mes yeux. Je rejoins Laurence sur la concurrence des territoires. Les destinations continueront d'être concurrents, mais on risque d'avoir un étalement de la consommation. Les expériences seront tout au long de l'année. L'objectif est d'étaler la consommation touristique. Le slow tourisme vit au rythme des territoires. À ce niveau-là, on peut trouver une complémentarité entre les destinations. À terme, tout à fait. Économiquement, alors là, on parle essentiellement du problème sanitaire, mais il y a quand même l'urgence climatique qui est là et qui sera encore plus là demain. Et aujourd'hui, on voyait quand même via les low cost, cette culture du séjour court, des city breaks à 30 € pour aller dans une capitale européenne. Je ne sais pas si ça va être durable et quand on voit l'offre aujourd'hui, enfin, j'espère que l'accompagnement du secteur aérien va se faire avec des orientations bien particulières où justement ce genre de déplacement ne pourra plus se faire parce que son bilan carbone est dramatique. Donc effectivement, la mobilité reste consubstantielle quand même de notre condition humaine. On ne pourra jamais faire le deuil de la mobilité. On ne pourra jamais faire le deuil d'une expérience autre qui vous permet de vous ressourcer, de jouer une rupture. Et donc, ces city breaks qui étaient très souvent à l'étranger, d'accord, entre autres sur une population jeune, d'accord, peut très bien se faire dans un espace domestique, mais avec les outils aujourd'hui qu'utilise ce type de clientèle, quoi. Par rapport à ce que vous dites l'un et l'autre, alors avant, on va tout doucement se diriger vers la fin et puis on échangera encore quand même sur les pistes que vous trouvez, vous, prioritaires pour mettre en œuvre, entre guillemets, ce slow tourisme, on va dire ce tourisme alternatif aussi, hein, quelque part, parce que ce n'est pas seulement du slow tourisme, vous l'avez dit. Encore une fois, c'est le rôle que doivent tenir les acteurs institutionnels. En tout cas, quel est leur rôle nouveau qu'ils peuvent avoir? On l'a bien vu tout à l'heure quand on évoquait ne serait-ce que le cas de Barcelone ou de Lisbonne, etc., où finalement, d'un point de vue court-termisme, entre guillemets, au regard de la vie de la planète, ces territoires ont ouvert les vannes d'un tourisme massif qui finalement a fini par se retourner un peu contre eux, puisqu'il y a eu des collectifs de villes du Sud, que ce soit à Venise ou autres, qui se sont constitués pour dire finalement, puisque les institutionnels ne gèrent pas ça de façon correcte, c'est nous qui allons prendre en main la stratégie touristique, donc avec un mouvement limite de révolte par rapport à ça. Le rôle fondamentalement, y compris par exemple à l'échelle d'une région comme la nôtre, l'Occitanie qui est relativement grande, ou que Raphaël peut citer d'autres régions peut-être espagnoles, finalement pour vous, il est un acteur qui doit chercher les points d'équilibre par rapport à l'ensemble de ces enjeux finalement, hein, entre le besoin bien sûr d'une économie qui peut nourrir un territoire, attention là aussi à voir jusqu'à où, de valoriser un territoire, là aussi attention jusqu'à où. Donc pour vous, ce rôle de l'acteur dit institutionnel dans tout ça, il doit se résumer à quelle tâche principalement? On a évoqué les data, on a évoqué le marketing, on a évoqué finalement les collectifs d'énonciation, on a évoqué un certain nombre de pistes. Pour vous, quel rôle peut-il jouer et quel rôle ne peut-il potentiellement pas jouer non plus? Parce que on le voit bien sur certains champs, les acteurs privés aujourd'hui ont des moyens financiers qui sont conséquents, c'est la question aussi des places de marché parfois qui sont évoquées, etc., que non plus aujourd'hui les acteurs publics, évidemment en termes de moyens financiers. Donc pour vous, ça serait plutôt vers quel champ, au regard de cette approche d'un nouveau tourisme que vous évoquez, qu'il serait fondamental d'engager, en tout cas de mener? Alors, moi, il me semble, la question est vaste, hein, donc je vais rester très humble face à ce type de questions, mais il me semble, sachant que c'est quand même, entre autres, la région Occitanie, mais peut-être plus même que d'autres, c'est quand même une mosaïque hein, de micro-territoires qui ont leur propre attractivité, leur propre identité.
Donc, ça serait plutôt effectivement d'être simplement un facilitateur de la mise en place type cluster. Et pour être opérationnel, c'est peut-être repenser, penser ou repenser le fléchage des accompagnements financiers. Je veux dire, les accompagnements financiers peuvent tout à fait répondre à certains cahiers des charges qui vont renforcer ou pas justement la mise en place de clusters où il y a ce collectif d'énonciation qui peut justement favoriser, parce que l'enjeu c'est d'avoir une expérience, que l'expérience du visiteur, que son immersion soit de qualité pour qu'il puisse revenir. Donc ça serait un accompagnement vers un fléchage des financements où les critères d'éligibilité, justement, soient clairement énoncés et instaurent donc dans les territoires cette culture de collectif d'énonciation et cet accompagnement technique, parce que c'est aussi un accompagnement financier et un accompagnement technique, de travailler sur les datas, puisque si on partage une bonne connaissance de son marché ou de son client potentiel, un restaurateur, un prestataire, quel qu'il soit, ne peut pas avoir un community manager performant qui fait toute cette analyse en amont. Donc, ça aussi, c'est peut-être des compétences partagées. Raphaël? Accompagner ces compétences partagées sur ces territoires. Le tourisme, on croit que ne doit pas devenir un tourisme exclusif, sinon inclusif. Peut-être qu'il faut fédérer les acteurs existants. Et c'est le tourisme de masse qui doit se réinventer et les nouveaux de jouer au tourisme. Et de l'autre côté, les acteurs institutionnels, peut-être qu'ils doivent faire avant tout une étude de marché pour bien définir une stratégie digitale ou pas. Et après, se servir de data et mutualiser toutes les dates qu'ils sont et les mettre à la main de tous les acteurs qui sont derrière. C'est vraiment un outil incontournable, non, pour cette nouvelle période. Et mettre en place une stratégie digitale va aider à la mise en œuvre d'une boîte utile que tout le monde va pouvoir s'en servir. Mais bon, c'est juste des Ouais. Bon, comme je le disais, on va se diriger là tout doucement vers la fin de ce webinaire. Finalement, dans vos différents propos, d'abord, la voie d'un tourisme alternatif, certainement nécessaire, mais celle-ci avait déjà un peu émergé avant la crise du Covid, et vous l'avez dit, notamment Raphaël et Laurence, évidemment une accélération. Le constat, même s'il n'est pas toujours partagé, commence à être de plus en plus évoqué. Un deuxième élément qui est que comment finalement on met en œuvre ce tourisme alternatif. On a la question du rôle des acteurs publics, et vous l'avez dit Laurence, finalement, notamment à travers ces collectifs d'énonciation, mais qui peut être aussi des formes locales finalement de pilotage et de définition de la stratégie dite, et je mets bien entre guillemets touristique, parce qu'on voit bien, et les limites sont de moins en moins poreuses entre le citoyen et le touriste. Hein. Finalement, quand on se déplace pour X ou Y raison, vous l'avez dit Laurence, on est au XXIe siècle, la question de la mobilité est de plus en plus forte et évidemment on vit monde. Donc bien sûr, pas question d'aller à l'encontre de ça, puisque c'est la nature humaine qui voudrait ça. Mais par contre, comment on va concilier finalement à l'intérieur de chaque individu, parfois des contradictions qui peuvent être celles de vouloir profiter lentement du quotidien, mais de vouloir consommer rapidement des territoires par rapport à l'image qu'on peut en avoir. Donc du coup, là, il y a une question de prise en compte des acteurs territoriaux qui sont à la fois des citoyens, mais aussi des acteurs potentiellement de cette attractivité. Le troisième élément, c'est ce que vous évoquiez, Raphaël, c'est-à-dire de bien adapter du coup et de bien mettre en place tout ce qui peut être du domaine digital. Et vous l'avez évoqué à plusieurs occasions, le rôle fondamental aujourd'hui de la question des données et des data, puisque
évidemment. Et là aussi, on a un monde qui va vite. En l'espace de 6 mois, les clients peuvent rapidement évoluer dans leur perception d'un territoire, d'une vision, enfin, en tout cas de leur consommation. On l'évoque souvent, les structures institutionnelles, on a des plans à 4-5 ans. Par rapport au rythme qui peut être celui de nos sociétés aujourd'hui, 4-5 ans, ça peut être très long. Donc finalement, un enjeu majeur de coller au plus près de la réalité et de l'évolution des clients, finalement, ou en tout cas des visiteurs. Et le dernier élément que vous avez évoqué l'un et l'autre, c'est quand même aussi d'évaluer et de quantifier de façon permanente et constante ce nouveau tourisme, parce que c'est ces allers-retours entre la définition stratégique, sa mise en œuvre, sa gouvernance, sa communication et son marketing, et de le réévaluer de façon systémique et permanente. Alors ça peut être via les collectifs d'énonciation, parce que c'est eux qui finalement, d'un point de vue durable, ont ce recul potentiel de dire, voilà, écoutez, on est encore en phase avec nos objectifs ou on ne l'est plus tout à fait, et est-ce que finalement il faut qu'on réajuste nos curseurs par rapport à ces enjeux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, pour vous, si vous deviez évoquer une ou deux priorités absolument à mettre en œuvre pour éclairer un petit peu ce rôle des acteurs institutionnels et privés, parce que évidemment, encore une fois, il y a des acteurs privés qui ont aujourd'hui un poids très important par rapport à l'économie touristique. C'est aussi parfois, des fois, cette contradiction qu'il faut qu'on arrive à résoudre entre le besoin, et ça a souvent été le cas, d'avoir en France, ou Raphaël pour l'Espagne, puisqu'on est sur 2 destinations mondiales très importantes, d'avoir 80, demain 90, demain 120 millions de touristes, etc. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est celle du chiffre d'affaires de l'autre côté aussi qu'on regarde potentiellement maintenant de plus en plus? Ou est-ce que c'est finalement pas une troisième voie qui serait celle à la fois d'un développement équilibré d'un ou des territoires et finalement des objectifs, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, sur cette planète monde, finalement, tout le monde n'est pas forcément en concurrence, mais peut être en complémentarité, parce qu'on va aller chercher ici ce qui fait l'identité de Madrid, on va aller chercher ici ce qui fait l'identité finalement de Toulouse, et pas tant finalement ce côté, encore une fois, carte postale des territoires. Donc pour vous, en quelques mots, qu'est-ce qui ferait urgence, ou en tout cas priorité, pour mettre en œuvre une stratégie autour d'un slow tourisme ou tourisme alternatif? Laurence. Bon, c'est pas évident. Avant tout, la technologie doit être au service de l'expérience et de l'immersion. Alors, peut-être que la base sera d'avoir un site web et centraliser tous les outils sur un même site web avec un naming qui suit derrière. Et qu'il y a les 3 différents outils. La première sera de former, éduquer, donner envie aux touristes pour y avoir une expérience slow tourisme, de les apprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'il y a de différent. D'accord? Parce qu'on ne peut pas changer non plus de tourisme de masse à un tourisme contemplatif rapidement, malheureusement. Il faudra former aussi, surtout aux plus jeunes. Non? On voit, par exemple, tous les millénials et tous les seniors, non? qui essayent de s'adapter aux technologies pour faire ces réservations. Et on voit comment le Covid il a accéléré tous ces processus-là. On devra avoir un outil général que tout le monde peut s'en servir et qui soit cohérent avec la réalité qu'on a derrière. D'un côté, ce sera la formation pour éduquer les touristes. D'autre côté, on peut développer un WooCommerce pour la commercialisation des produits avant, pendant et après les voyages. Et si c'est la région, par exemple, qui met en place un système comme ça, ça va faire d'économies d'échelle. Il sera un outil tout prêt pour que tout le monde qui veut être adhérent à cette philosophie ou à cette façon de consommer les tourismes, qu'il aille à la main pour rapidement se servir d'un outil qui est sur place. Et après aussi pour récolter des datas
pour avoir suffisamment d'informations, récolter toute l'information, la façon de consommer et les envies des clients potentiels. Et après, de toute façon, il ne faut pas oublier qu'on a une cible très claire sur les tourismes, sur ce type de tourisme qui sera le CSP+, qui sera des gens avec un certain âge et qui ont envie de faire la découverte de la nature, de la gastronomie. Alors, on a quelque chose pour démarrer notre stratégie sans avoir besoin de faire une étude de marché qui sera l'idéal, non? Mais a priori, ça sera de jouer avec les data et à partir de ces data, on peut construire une stratégie digitale. On peut inventer plein de choses, mais il faudra essayer de rejoindre au maximum la réalité qu'on a présent en France ou en Espagne. Merci. Ciblé au maximum. Ciblé. Laurence? Oui, alors effectivement, si la question c'est de quel est très vite quelque chose qu'il faut faire qui soit un peu un truc initiateur, quoi, qui donne un coup d'éclat pour dire voilà, on rentre dans une nouvelle phase. Effectivement, c'est mettre en place un plan où justement tous les territoires organisent, et ça serait justement un fléchage, tous les territoires organisés auraient à leur disposition les datas qui leur permettraient une montée en gamme aussi de la qualification peut-être de certaines personnes dans les offices du tourisme pour qu'ils puissent s'approprier les datas et justement après les traiter pour ensuite les mettre à disposition justement de tous les acteurs en présence. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être rapide et qui permet justement au niveau du… un peu de façon emblématique, qui permet de changer un peu de braquet, quoi, où on rentre dans… Et ça me paraît en rien, comme je disais tout à l'heure, antinomique, d'essayer de faire du slow avec la numérisation. Même au contraire, c'est la numérisation qui va permettre de ne pas être dans la culture de l'immédiateté. Parce qu'une bonne utilisation de la numérisation va permettre d'utiliser de façon moins basique qu'on le fait aujourd'hui les réseaux sociaux avec son selfie, son image. Donc, et là, ce serait aussi une image maîtrisée parce que ça serait les réseaux sociaux qui vont être consommés par les opérateurs touristiques. Donc, ils vont orienter et ils vont maîtriser l'image et pas simplement dépendre de la photo d'Instagram d'un touriste qui… voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis après, ça, c'est à court terme. Et après, à moyen terme, il y a effectivement, comme vous le disiez, des questions à se poser. C'est est-ce qu'on passe du tourisme industriel, comme on a vu, à ce tourisme alternatif? Je pense qu'un client, nous tous, en fait, on est tout dans l'année. On peut être à consommer un tourisme plus basique et puis ensuite, après, avoir des temps de repos et de ressourcement. Donc, en fait, et on est quand même dans une culture, dans des modes de vie où le temps libre et le loisir, quand même, est essentiel. Donc, ce n'est pas simplement… Alors, le touriste hein, qui va loin qui est, selon la définition, hein, soit de la Commission européenne ou de l'OMT, qui passe X nuits en dehors de chez lui, le temps libre, c'est aussi autre chose. En Occitanie, c'est le Toulousain qui, pendant la fin de semaine, va aller à tel endroit. C'est le Tarbais qui va aller consommer un festival ou une activité culturelle dans une vallée pyrénéenne ou ailleurs. C'est aussi ça, c'est le temps libre. La consommation du temps libre ne cible pas que les touristes. Elle cible aussi la population locale. Et c'est pour ça que la définition, la réflexion sur le slow tourisme, moi, me paraît intéressante. C'est que justement, elle réfléchit autant à une offre plus raisonnable, d'accord, du tourisme raisonnable en termes environnementaux, en termes de pression sur la destination, mais aussi elle offre un nouveau cadre de vie à la population locale. Donc, la clientèle loisir peut être aussi, peut compenser parfois la réduction de flux, parce que c'est vrai qu'une destination positionnée sur le slow tourisme n'aura pas numériquement
la fréquentation. Mais le label Citaslo, par exemple, alors aujourd'hui, c'est essentiellement, la contrainte, c'est d'être une destination qui a moins de 50 000 habitants. Mais au niveau des tenants du label, là, l'organisation internationale, je lisais leur compte rendu qui s'est fait, je ne sais plus où, assez où, je ne sais pas où, montrait quand même qu'ils étaient en train de réfléchir sur arriver à labelliser des quartiers et des communautés dans des grandes villes. Donc, on est là dans la réflexion du mieux-être, du mieux vivre ensemble dans un quartier et qui se mobilise pour accueillir aussi un visiteur, donc un extérieur, qui soit touriste ou voyageur, mais en tout cas un visiteur et qu'il ait une immersion de qualité. Bon, eh bien, on voit que… Troisième voie entre le tourisme un peu industriel, en face le tourisme alternatif, il y a peut-être une troisième voie qui intègre aussi le loisir. Ouais. Je pense que ce que vous évoquez, du coup, l'un et l'autre, à travers vos propos, sont des choses relativement fondamentales parce qu'on voit bien que depuis quelques années, les acteurs institutionnels, touristiques et autres perçoivent un besoin de changement potentiel, mais avec toujours ce risque de se dire mais si on fait moins financièrement et économiquement, on risque de perdre beaucoup. Donc il y a ce tiraillement, on va dire, hein, entre faire peut-être moins, mais en même temps prendre des risques économiques. Finalement, la voie de l'équilibre, on va dire, que vous évoquez à travers un petit peu vos propos l'un et l'autre, c'est qu'il faut prendre un petit peu le temps de cette construction, que c'est maintenant par contre, parce que véritablement, on voit bien que là, on ne peut plus attendre et que, vous l'avez évoqué Laurence, l'état de la planète, le développement globalement pose un certain nombre de questions. Vous l'avez évoqué Raphaël à travers les enjeux des data, etc. Les mutations permanentes et constantes font qu'on doit être en phase avec véritablement ce que les gens attendent et non pas ce qu'on projette de ce que nous, on pense savoir de ce qu'ils attendent potentiellement, et que tout ça nécessite finalement un travail peut-être important et urgent de la part de l'ensemble des acteurs concernés par ces mutations, et de ne pas remettre finalement, comme on le fait trop souvent, à demain en se disant bon, ben, on voit bien le sujet, mais bon, c'est pour ça que ça nous semblait intéressant. En tout cas, merci beaucoup à Raphaël et à Laurence de ces interventions. Merci bien sûr à l'ensemble des participants de pouvoir mener ces débats tête chercheuse dans cette période-là, parce que finalement, comme on dit, va-t-on le faire pendant qu'il est chaud? On sort de cette crise, tout le monde s'interroge. Pas sûr que dans 6 mois, espérons que les choses d'ici là se seront un peu tassées, en tout cas par rapport à la crise sanitaire, mais pas sûr que tout le monde aura retenu immédiatement les réflexions et les leçons qu'on aura pu tirer de tout ça. On se rend bien compte qu'il faut qu'on continue nos échanges. Donc nous, le comité régional du tourisme, on a engagé un partenariat durable maintenant avec les universités, qu'elles soient de France ou de Navarre, puisque pour le coup ça marche aussi donc avec nos collègues et avec nos collègues espagnols, et ceci de façon durable. Alors on se retrouvera à l'automne, on l'a fait en février avec les premières rencontres des universités, on le fera à l'automne avec les deuxièmes rencontres et sur lesquelles on va continuer à travailler avec vous sur ces sujets-là parce qu'on a besoin aussi de vos éclairages et du recul que vous pouvez nous apporter sur un certain nombre de sujets. Et je pense que là aussi, ce sont ces allers-retours entre nous qui sommes au contact et puis vous qui sont au niveau de la recherche et de la prospective, de pouvoir permettre de finalement… de créer ou d'inventer ou potentiellement d'impulser, ayons l'humilité par rapport à cette question-là, en tout cas d'une approche qui soit plus en phase avec l'ensemble des éléments que vous nous avez présentés. En tout cas, merci beaucoup Raphaël. Merci à vous. De nous avoir accompagnés depuis Madrid. Merci Laurence également de vos propos. Et je remercie évidemment l'ensemble des participants. Vous pouvez retrouver ce webinaire sur le site pro du CRT en replay, puisqu'il sera mis rapidement en ligne. Également la présentation qui vous a été faite par Laurence et Raphaël. Et évidemment, nous sommes tous à votre disposition pour creuser et explorer, on va dire, ces différentes pistes. Si vous avez besoin d'échanger avec Raphaël ou Laurence, nous avons aussi
leurs coordonnées, donc on pourra les partager avec vous au besoin. Merci à tous. Merci à vous tous. Et bonne fin de journée. Merci encore pour votre Bonne fin de invitation. journée également. Au revoir. Merci. Au revoir.